Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors ce mois-ci, on revient sur Hack the Box, puisque les deux précédentes vidéos sur Hacksize, c'était sur du Try Hack Me. Et j'ai choisi la machine GoBox, parce que elle est intéressante pour creuser un peu le cloud. On a de plus en plus de cibles dans le cloud en audit, et il me semble qu'on n'en a pas beaucoup fait sur cette chaîne Hacksize. Elle est aussi intéressante parce qu'on va parler du langage Go créé par Google et de SSTI, langage Go qu'on voit de plus en plus, et SSTI un petit peu de plus en plus, mais moi personnellement en audit j'en ai pas encore vu. Mais par contre, pour la petite anecdote, je suis tombé sur une CSTI, donc un peu l'équivalent côté client, on en parlera après, cette semaine ou la semaine dernière durant mon audit, mais c'était un faux positif, donc finalement il n'y en a pas encore tant que ça, en tout cas sur les cibles que moi je peux rencontrer. Alors du coup GoBox c'est un petit peu particulière dans le sens où c'était pas une machine hebdomadaire sur Hack the Box, mais c'était une machine qui était faite pour une compétition qu'ils ont organisée qui s'appelait la Hacking eSport UHC Competition. Et on peut le voir assez vite puisque si on regarde, comme à chaque fois j'ai fait le scan and map en amont, et si on regarde ce scan and map on voit qu'en effet le titre des pages cibles s'appelle Hacking eSport. Alors ceci étant dit, on a un premier gros indice sur cette machine qui est donc dès le scan and map. On voit que le port 80 renvoie ce titre, et ce titre ça fait penser du coup tout de suite à de la template injection. Pourquoi? Parce que c'est le format utilisé quand on a un template qui va être rempli automatiquement, et du coup qui dit template rempli automatiquement dit si des données contrôlées par l'attaquante permettent de remplir ce template, et ben on va pouvoir exécuter du code au lieu de simplement remplir des champs. C'est donc ce qui s'appelle une server-side template injection. Ce qu'on va voir de suite assez rapidement. Sinon pour finir sur le scan and map, on a donc des ports assez pas trop habituels on va dire. Donc le 4566 on le voit rarement. 22 par contre comme toujours, et 80 comme toujours. Le 80-80 ça aussi c'est assez fréquent. Par contre du 9000 au 9002 en filterhood c'est pas très courant non plus. On verra si c'est utile par la suite ou pas. Donc allons-y pour cette SSTI. Donc dans un premier temps je vais aller sur la cible. Je me demande d'ailleurs si j'ai pas intérêt à y aller directement avec Burp, on va faire ça. Donc l'IP cible on l'a ici. On va commencer par le port 80 qui est celui qui nous intéresse à cause du titre. Et donc on tombe sur cette page. Rien de passionnant pour l'instant. Si on regarde un peu la requête qui part et qui arrive ici, on voit pas grand chose de passionnant, tac tac tac, c'est du Nginx en phase, bon ça on le savait quand même. On peut essayer de voir si c'est du PHP ou du HTML. Si je fais index.php, ça renvoie la même chose. Index to court not found.html. Test, c'est bizarre ça. Un peu étrange cette machine. Bon, alors creusons. On peut s'amuser donc comme à chaque fois à faire un brute force sur les directories web, mais dans ce cas précis ça ne va pas servir à grand chose. Si on creuse le port 4566, idem, ça donne pas grand chose. Et si on creuse le port 8080, on tombe sur un formulaire, login mot de passe, et on voit que j'ai déjà joué avec la machine, et ça doit être une autre machine. Et si je mets toto ou admin@admin.fr, et admin comme mot de passe, login,
ça me renvoie sur la même page. Si je regarde vite fait sur Burp, ça fait une requête post qui répond 200 avec directement, non, si, avec directement le réaffichage de la même page. Et on a aussi un bouton Forgot Password. Si je mets un email, donc admin@admin.fr au pif, il me dit qu'il a bien email sent, c'est marrant ça, to admin. Ok, très bien. Donc il n'y a pas grand chose d'autre sur cette machine, donc on imagine que c'est ça qu'il va falloir creuser. Donc si je regarde la requête sur le forgot, elle est là, le post, on voit qu'effectivement il a bien pris mon champ utilisateur admin@admin, et que ça le renvoie en face. Donc en fait en champ dynamique, on va dire, il n'y a pas des masses de choses, il y a soit le login mot de passe, soit ce champ email dans le formulaire ou le mot de passe oublié. Du coup, si on creuse ce formulaire mot de passe oublié, on peut faire aussi de l'énumération directory web, hein, évidemment sur ce forgot, mais ça donnera pas grand chose. Et comme on l'a dit, vu le titre, on imagine bien qu'il faut jouer avec des SSTI. Donc essayons de jouer avec des SSTI. Donc la première chose qu'on peut essayer, c'est donc, bon, évidemment, hein, je prends comme à chaque fois le bon chemin pour aller plus vite, mais sinon vous devriez essayer sur le login mot de passe, puis sur forgot, enfin peu importe l'ordre que vous utilisez. Mais au moment où vous allez tester celui-là, c'était la bonne piste. Donc ici on va faire HTML Lisbeth. Donc là l'idée c'est que on va tester si le champ, si la donnée utilisateur envoyée à travers cette requête post est affichée dans un champ qui interprète la donnée pour l'injecter dans le template. Et donc HTML Lisbeth, c'est simplement pour dire que ce sera du contenu HTML et ça affichera que Lisbeth. Donc si ça affiche Lisbeth, c'est que c'est vraiment interprété comme de l'injection. Enfin, on pourra faire une SSTI en gros, mais c'est le cas parce que ça renvoie Lisbeth. Si c'était pas interprété, ça aurait renvoyé tout simplement la chaîne complète sans être interprété par la cible. Donc on a bien une SSTI. Alors à partir de là, le but du jeu c'est d'exécuter du code. Alors cette machine n'est pas si simple que ça, on va pas pouvoir faire de reverse shell tout de suite, parce que qui dit injection SSTI dit potentiellement RCE, hein, exécution de code, vu qu'on injecte du code à travers le template. Mais là ça ne va pas être possible. Là ce qui est intéressant à faire et qui va fonctionner, c'est d'utiliser le point. Donc je remplace HTML Lisbeth par simplement un point. Et en fait ça retourne la structure de données qui est passée au template. Donc là en général on utilise, quand on a une SSTI, on utilise ça pour un peu énumérer, essayer de comprendre où on est. D'ailleurs pour bien montrer que là je joue avec la SSTI, je vais appeler mon onglet SSTI. Et quand on envoie ça, ça nous renvoie un login mot de passe. Et ça en fait ça s'explique parce que du coup la structure de la donnée envoyée, hein, email, contient donc un peu comme une ligne de base de données, identifiant le login mot de passe. Donc là ça tombe bien parce que du coup on a un login mot de passe pour s'authentifier, ce qui est bien pratique dans le cadre d'une attaque. Donc je reviens sur le login mot de passe qui était à la racine du port 8080. Je rentre ce login et ce mot de passe. Et on tombe là-dessus. Donc là pas très réaliste, hein, c'était une machine orientée compétition, pas très réaliste. Mais intéressante quand même techniquement, puisque ça nous renvoie du code Go. Donc le langage Go, hein, comme j'en ai parlé un peu au début de cette vidéo, c'est donc un langage de programmation compilé et concurrent, inspiré de C et de Pascal. Et on le rencontre de plus en plus parce que il est assez utile, hein, enfin efficace, il est cross-platform en plus. Donc tu as un langage de plus en plus utilisé, que ce soit pour les attaquants ou les défenseurs. Donc j'en profite pour parler de la hackeuse de cette vidéo, hackeuse du mois qui s'appelle
Aluma Lavishari, qui a fait donc cette vidéo sur comment, parce que donc en fait, donc comme je l'ai dit, hein, le langage Go, le Golang est pas mal utilisé par les attaquants, et en fait, du coup, dans cette vidéo, elle explique comment ça peut aussi aider les défenseurs dans tout ce qui est malware, dans la recherche de malware et le malware hunting. I am ready to introduce our next fantastic speaker, and she is a first-time speaker here. Bref, je vous laisserai regarder cette vidéo si ça vous intéresse pour creuser le côté malware hunting avec du Golang. Donc revenons à notre machine. Donc le code Go qui s'affiche là est assez court et on voit rapidement qu'il y a une chose qui semble intéressante à creuser, c'est la fonction debug. Quand il y a une fonction debug, souvent hein, c'est une des premières choses qu'on a envie de regarder en tant que attaquante d'un système. Du coup, quand on voit ce code debug, qu'est-ce qui est intéressant? C'est une fonction qui va donc servir de debug, et qui dit fonction dans le code dit quand moi j'ai fait mon point avec la SSTI ici, c'était une structure donc du code en face, et donc on va pouvoir avec une simplement mettant point debug commande ici donc dans la SSTI, et ben je vais pouvoir appeler une fonction, donc ici la fonction debug commande du code. Et ça tombe bien parce que cette fonction elle est super intéressante d'un point de vue offensif, puisque elle exécute du code sur le système. Donc en fait du coup, et on voit qu'elle peut prendre un argument, donc je vais simplement faire id, et normalement ça va exécuter sur le système cible la commande id, la commande Linux. Et on voit que ça fonctionne, et en plus on est directement root sur la cible. Donc comme c'est une machine out of the box et qu'il y a un mot de passe, un flag pardon, user et un flag password, on imagine que si on est directement root, c'est parce que ça doit être un container, Docker ou autre chose. Bien, à partir de là, on a envie de faire quoi? On a envie de faire un reverse shell. Mais pareil, on va se rendre compte que c'est pas si évident, parce que là, on imagine que c'est un container, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose sur la cible. À savoir, si on s'amuse à faire un which, qu'est-ce que je pourrais mettre, nc par exemple, on voit que ça n'existe pas. On imagine qu'il y a au moins bash sur la cible. Le bash il y est. Donc voilà, on peut comme ça énumérer les commandes disponibles sur la cible, et on va se rendre compte assez rapidement que n'y a pas grand chose, et que il va falloir se creuser un peu plus les méninges pour pouvoir faire un reverse shell propre. Du coup ici on peut faire un script pour optimiser la commande. Au lieu de changer ces commandes une par une directement dans Burp, on peut faire un script que j'ai pris par exemple sur 0xdf, le bloc de 0xdf. Donc si je l'affiche, voilà, donc il fait un script qui permet d'automatiser cette injection de commande, et donc d'avoir on va dire un simili prompt shell sur la cible pour gagner du temps sur l'énumération à travers cette injection de commande, à travers cette SSTI pour être précis. Donc allons-y, exécutons ce script. XDF. Donc si je fais ID, ça fonctionne bien. On peut bien directement à travers le script taper des commandes. Donc on peut énumérer, hein, par exemple avec pwd, on est dans le répertoire au ptuhc. Voilà, on peut faire l'énumération classique. Bon, je vais pas, pour gagner du temps dans la vidéo, je vais pas aller trop loin. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on fait hostname, on voit qu'il y a AWS qui sort. Donc AWS, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est Amazon Web Services, donc une division du groupe américain de commerce électronique Amazon, spécialisée dans les services de cloud computing à la demande pour entreprises et particuliers.
Et donc AWS, hein, pour le coup, ça on a quand même de plus en plus de ça en cible, de plus en plus de clients utilisent ça. Et ce qui est intéressant à creuser d'un point de vue offensif sur AWS, c'est souvent les variables d'environnement où sont stockées les informations intéressantes. Alors après, pour finir l'énumération importante, donc généralement on essaie de comprendre où on est, et là on voit que ifconfig ça passe pas, que IP passe pas non plus, et en fait du coup on va être obligé d'utiliser un tricks qui est de directement afficher le process fibtree. Donc ça c'est la magie de Linux, tout est fichier. Et donc en affichant ça, on arrive à avoir l'IP du container où on est. Donc ici, ça répète 2 fois la même chose, je crois. Et globalement, ce qui nous intéresse, c'est ça ou ça, comme vous voulez. Donc 72.28.03, ça c'est l'adresse IP du container qu'on a compromis. Et si on regarde à la racine, on voit qu'en effet il y a un docker env, donc on est bien dans un container docker. Et comme on est sur du AWS, on a envie de jouer avec AWS. Donc AWS, il y a, une des choses très intéressantes aussi d'un point de vue offensif quand on est sur du AWS, c'est le S3. Donc S3 qui veut dire, S3 en fait c'est parce qu'il y a 3 S, les 3 S c'est Simple Storage Service. Donc c'est un service de stockage de fichiers fourni par Amazon qui, comme son nom l'indique, permet d'héberger des fichiers quand on est sur la plateforme AWS. Et du coup là, S3, on peut tout simplement essayer déjà de regarder si on peut jouer avec AWS directement sur la cible. Oui, c'est bien installé. Et donc je peux faire AWS S3 LS pour lister ce service de stockage de fichiers. Et on voit que je stocke, j'ai bien accès à un storage, comment on appelle ça, un partage qui s'appelle website. Donc à partir de là, on va essayer de lister un peu plus en amont qu'est-ce qu'il y a sur ce partage. Donc je fais AWS S3 LS pour lister et j'utilise S3 website, donc le format d'URL utilisé par AWS S3. Et on voit que ça stocke HTML. Ça c'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle que ici, quand on s'amusait à mettre HTML, ça envoyait test. Et en plus ici il y a 5 caractères, donc on a l'impression que c'est vraiment ça qui est ici présent. Pour le confirmer, on va regarder de plus près, c'est-à-dire qu'on va faire un AWS S3 CP website index.html et on va le mettre dans le répertoire temporaire par exemple. On va l'appeler pareil pour pas trop s'embrouiller. Donc là sur la machine, sur le container compromis, j'appelle le service de stockage de fichiers d'AWS et je copie ce fichier dans le répertoire temporaire de la machine que j'ai compromise. Donc là si je fais un ls/tmp, on voit bien index.html, tiens il y a un lol c'est marrant, et si je fais /tmp/index.html, on voit bien que ça affiche test, donc ça confirme que le partage de fichiers AWS auquel j'ai accès est bien le code du site du port 80 cible. Sachant que le port 80 cible, il tombe pas forcément sur ce container, ça on ne sait pas. À cet instant T, il faudrait énumérer plus pour voir si on a cette information au sein du container. Et enfin, je suis curieux, donc je vais juste regarder c'est quoi ce lol. Ah, laisse-moi. Slash lol. Ah ouais, tiens, il y a quelqu'un qui a déjà... On est à plusieurs sur la machine. On a l'impression que la machine est déjà compromise. Non, pourtant je suis tout seul. Je sais pas si ça fait déjà partie du truc ou pas ça. Bon, faisons comme si ça n'existe pas pour l'instant. Il me semble que c'est pas censé être là ça. Ok, alors donc maintenant qu'on sait ça, qu'on a accès au code sur
au code du port 80, TCP80 HTTP, on peut se dire que on pourrait essayer d'écrire quelque chose là-dedans. Mais avant d'écrire quelque chose là-dedans, on peut, comme j'en ai parlé tout à l'heure, je disais que ce qui est intéressant sur AWS, c'est de regarder variables d'environnement, ou alors regarder le fichier de creds où est stocké justement ces credentials d'AWS. Et en fait, ces credentials, ils sont souvent dans .aws. Et là, on voit que c'est le cas. Donc, je peux afficher ce .aws, donc dossier caché, parce qu'il y a un point au début, dans le répertoire utilisateur. Je rappelle qu'on est l'utilisateur root, et on a bien les credentials AWS stockés dans ce fichier. Donc on va pouvoir jouer avec, et autant jouer avec directement depuis notre machine attaquante, ce sera plus simple pour la suite. Donc je configure mon propre fichier AWS Credential, au sein duquel je vais mettre les mêmes valeurs, ce qui semble déjà fait puisque j'ai fait préparer cette machine en amont. Voilà, donc vous créez ce fichier sur votre machine attaquante, et ensuite vous allez pouvoir faire AWS. Bon, il faut installer aussi AWS sur votre machine attaquante si c'est pas déjà le cas. AWS-endpoint.url, et on va taper du coup donc la cible 10.10.11.113, si je dis pas de bêtises, on l'a ici. Et c'est à là que le port 4566 va servir, puisque c'est le port utilisé par AWS, par la stack AWS. Et donc là, si je fais un S3 ls, et ben on retombe sur la même chose que j'ai fait depuis la machine attaquée, mais depuis la machine attaquante, et ça va être beaucoup plus simple pour la suite. Enfin, on verra. Je sais même plus, si sur cette cible c'est super utile d'avoir un accès depuis directement la machine attaquante. Mais il y a des cas où ça sera le cas. Alors, ceci étant fait, donc le but, je rappelle, c'est d'avoir un vrai reverse shell un peu plus propre, et surtout, si possible, un reverse shell qui soit à l'extérieur du container. Donc là, l'hypothèse qu'on prend, c'est que le port 80 qui était sur le scan and map, que je peux réafficher ici, le box and map. Donc ce port 80 là, si on regarde d'ailleurs ici, ça va passer, il n'y a pas de net stat, donc c'est pas évident d'afficher les connexions, mais donc potentiellement c'est un autre container qui est à l'écoute sur ce port 80, et cet autre container, ou alors carrément il est sur la machine haute, et donc on a envie de le compromettre. Et on peut le faire puisque on peut écrire, enfin en tout cas on n'a pas encore essayé, donc on va essayer d'écrire sur le code source. Comment expliquer ça? En fait c'est assez simple, ici. Donc on a vu qu'on pouvait afficher, lire le code source de ce site web, et donc l'idée c'est que je vais essayer d'écrire, au lieu de lire test, là je vais essayer d'écrire là-dedans, et donc autant écrire du code PHP qui sera exécuté sur la cible. On pense que ça sera bon, puisque je rappelle, quand on fait index.php, c'est bien exécuté sur la cible, et ça devrait nous permettre donc d'exécuter du code sur ce port 80, et donc potentiellement de compromettre notre machine, voire la machine haute. Enfin notre container, voire la machine haute. Alors allons-y. Du coup c'est le fichier lol là, qui était présent, c'était un peu la même chose. Donc je fais un reverse shell, d'ailleurs c'est même pas un reverse shell, c'est juste un shell basique. On va faire echo shell exec, et on va exécuter ce qui sera présent dans la variable cmd. Donc ce code PHP, je l'écris dans /tmp, donc il y avait déjà un lol, donc on va peut-être le laisser pour s'il y a une personne qui est sur la machine cible, même si j'ai l'impression que non. On va l'appeler du coup .lisbeth.
Et donc ce fichier que j'ai mis dans le répertoire temporaire, on va essayer de l'écrire sur le S3, donc le partage de fichiers AWS, qui contient le code source du site HTTP cible. Donc allons-y, AWS S3 cp temp.lisbeth. Donc je copie ce fichier que je viens de créer sur le partage S3 AWS et je vais l'appeler lisbeth.php. Ça a l'air de passer, on a les droits d'écriture sur ce partage S3. Donc il ne reste plus qu'à voir si on a bien accès à lisbeth.php, et si on y a accès, on va pouvoir mettre un paramètre cmd avec la commande qu'on veut exécuter. Et ça passe, j'ai mis en gros, ça passe, on tourne avec www.data, donc a priori on tourne ailleurs que ici, puisque ici on n'a pas de www, ah si il y en a un, donc c'est potentiellement on tourne sur le même. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir faire enfin un reverse shell. Donc je vais écouter sur le port 443, souvent on utilise des reverse shell en 443 puisqu'il est plus probable que s'il y a un parfait en sortie, ce soit autorisé. Et ensuite, je vais avoir besoin de mon IP dans le tunnel VPN, IP joignable depuis la machine attaquée. Et donc ici, je vais faire un, alors on va faire un bash-c, et dans ce bash-c, on fait un bash-i pour 126 /dev. Donc ça on l'a déjà fait sur plein d'autres machines, Acksize, je ne vais pas réexpliquer à chaque fois les mêmes choses. Mais bon, c'est Link qui fait une connexion reverse shell, donc sur le port 443 que je précise ici. Et on encode ce qui va gêner, puisque on est dans une URL, donc on fait l'encodage URL sur les caractères particuliers. Et en théorie, ça devrait suffire. Yes, on a bien le reverse shell qui s'est connecté sur notre net4 en écoute sur le port 443. Donc à partir de là, je vais utiliser le fameux, je suis pas sûr qu'on l'a déjà fait sur Acksize, du coup je vais rappeler que je fais souvent plutôt la méthode en Python pour avoir un TTY propre. Et on a aussi la possibilité, quand il n'y a pas de Python, de faire la commande script, évidemment si elle est disponible sur le système attaqué. Et donc ça fait la même chose, ça permet, ça fait la même chose, non, c'est un chouïa différent puisque ça permet même de pouvoir utiliser ensuite la tabulation. Donc une fois que j'ai fait cette commande script dev-nul-c bash, je fais un CTRL-Z pour mettre ça en background. Ici je vais faire un stty -echo, c'est ça qui va pouvoir me permettre d'utiliser le tabulation. Et je fais un fg pour foreground pour remettre ça en premier plan. Et donc ça fait que, contrairement à tout à l'heure, j'ai oublié de le montrer, mais tout à l'heure je ne pouvais pas faire tabulation, alors qu'ici je peux bien faire tabulation pour afficher les répertoires par exemple, les fichiers présents dans le répertoire actuel. Donc très pratique dans notre cas. Ensuite, vu que on est en tant que wdata, on a envie de voir à quoi on peut avoir accès. On a un /home Ubuntu, on a le user ici. Donc si je fais un i-c 4 user.txt, on a bien compromis le premier flag qui est user.txt. À partir de là, on veut devenir root sur cette cible. On voit d'ailleurs qu'on est bien sur l'autre en faisant un ifconfig qui est maintenant autorisé. Et là du coup, c'était quoi la technique pour être root sur cette machine? Alors si on fait l'énumération, on va voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes pour essayer de se repérer. C'est regarder le serveur web. On voit que c'est du Nginx, on le savait déjà vu que c'était parce que ça répondait dans les entêtes HTTP. Donc je vais afficher
la conf nginx. C'était un ls que je voulais faire, et surtout donc on voit que c'est il y a un fichier défaut, donc on va l'afficher. Voilà, alors ce fichier il permet d'un peu mieux comprendre tout ça. On voit que sur le port 4566 il y a le fameux Trix qui renvoie le fameux Trix. Donc ça c'est le port qu'on a utilisé, hein, je rappelle, pour taper AWS en direct. Après on a le port 80 ici qu'on a utilisé dans le second reverse shell qui nous a permis de taper la machine haute. Et le port 8080 c'était le premier qu'on a compromis, enfin celui-là où il y avait la SSTI. Et port 8000, celui-là on ne le connaît pas. Enfin il n'était pas visible depuis l'extérieur. Donc ce qui saute aux yeux là, c'est cette ligne là, le HTTP Authorization. Donc ça c'est c'est ça là. Pareil, je rappelle, c'est une machine pas très réaliste, très orientée compétition. Mais du coup c'est en gros c'est de l'authentification hard-codée, donc codée en dur, dans la configuration nginx. Et pourquoi ça nous intéresse, en vrai je crois que ça va pas nous intéresser puisque c'était la partie c'était un peu la partie qui faisait marcher le 4566. Si je me souviens bien, ouais c'est ça, en fait celle qui nous intéresse c'est la dernière, c'est la 8000 là, celle qu'on connaissait pas avant, qui donc donc il y a une connexion qui n'est pas visible depuis l'extérieur, voilà, qui est visible uniquement localhost sur le port 8000. Et donc c'est plutôt celle-là qui va servir à devenir route. Alors comment Alors là en fait la bonne piste pour comprendre ce qui se passe, c'est d'aller, donc quand on fait son énumération nginx, si on va sur les modules activés, on a un truc qui saute aux yeux, c'est une backdoor. Et on voit que la backdoor utilise donc ce module, le ngx http execute module. Donc si on fouille un peu sur internet, on peut tomber sur ça par exemple. Je vais le faire ici. Qui est donc un module nginx qui exécute des shell commandes. C'est vraiment super intéressant d'un point de vue offensif puisque c'est souvent ce qu'on a envie de faire. Donc si on regarde comment marche ce module nginx, et ben c'est simplement on met system run command et rouler jeunesse, c'est gagné. Donc faisons pareil. Hop, hop. Et là on voit qu'on obtient une réponse vide. Et du coup c'est parce que le créateur de la machine, qui est ppsec, hein, a un peu customisé ce module nginx et on va pas pouvoir l'utiliser tel qu'il est présent sur GitHub. Donc première chose, c'est trouver où est ce module. Donc on va faire un petit find, hein, tout bête. On voit qu'il est ici, user lib nginx modules. Voilà, donc il est visible par route normale. Très bien. Alors, on va le rapatrier sur notre machine attaquante pour l'analyser de plus près. Donc comme on n'a pas grand chose pour découper de fichiers, on va faire la old school avec un NC. Ça j'ai déjà fait comme technique sur des précédentes machines, donc je détaille pas trop. ngx http execute module.so, je l'appelle pareil histoire de pas se perdre. Et donc là-bas, je fais un cat de ce truc-là.
et je fais le 4 ou dans un pipe qui va taper vers ma machine. Et la machine elle a quel IP? Elle a 10, 14, 7 pour 443. C'est un petit fichier donc il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps. Je fais CTRL-C, je fais un petit SHA-256 somme pour vérifier que j'ai pas eu de perte de paquet, une corruption pendant le transfert, en espérant qu'il y a bien un SHA-256. Je vais oublié de regarder si c'est bon. Sur la cible, les deux H correspondent, c'est bon, on n'a pas eu de perte de paquet, on a un fichier tout à fait identique sur notre machine attaquante. Donc là on pourrait faire sortir l'artillerie lourde et faire du reverse engineering de Golang, puisque si je fais file ngx machin, on voit que c'est bien un binaire, et si on creuse, il me semble que c'est du Golang, vu que la machine c'est comme ça, en plus ça serait surprenant que ce soit autre chose. Mais il y a un trick pour aller plus vite, enfin en tout cas on peut faire aussi comme ça, c'est si on fait juste un strings pour afficher donc les chaînes de caractères présentes dans ce binaire, et bien, bon il y en a beaucoup, et si on grep sur, je rappelle, hein, nous on voulait faire system run, et ça marchait pas, donc si on grep sur .run, on voit qu'il y a un ippsec.run. Et donc en fait, on peut imaginer qu'il a juste changé système par ippsec, et que du coup, si je refais la commande que j'ai fait tout à l'heure, c'était ici ou pas? C'était ici, mais je remplace système par ippsec. Là, ça passe. Il fallait simplement trouver ça, donc là pareil, hein, c'est pas très réaliste comme méthode, mais en période de compétition, quand on est limité par le temps, on fait au plus efficace. Et là du coup on pourrait directement afficher le flag, mais on va essayer de faire ça bien et d'obtenir un reverse shell root tant qu'à faire. Donc pour obtenir un reverse shell root, eh bien on peut simplement se créer un bash avec un setuid dessus, comme ça on exécute le bash et bim, on est root. Donc pour cela, je reprends ma commande ici, je remplace id par cp pour 120 pour les espaces, pour 102f pour le slash. Il faut faire du URL encoding vu qu'on est sur du curl. D'ailleurs, on va peut-être mettre des brackets, non c'est pas des brackets, des quotes, parce que sinon il va peut-être pas aimer. Donc je fais cp espace slash bin slash bash espace slash tmp. Et donc là si j'affiche slash tmp, j'ai bien copié bash dedans, parfait. Mais si je lance bash, là il va, vu qu'il n'a pas de cette UID root, il va tourner en tant que www-data. Donc il ne me reste plus qu'à lui affecter un set UID root. Donc je reprends ma commande pour pas repartir de 0. Et ici, je remplace le cp par un chmod. Je vais mettre donc un chmod pour que ce soit 7UID, il faut faire 4777. Ensuite, il me faut un espace. Et ensuite, bin bash, je m'en fous. Slash tmp slash bash. J'ai raté mon coup, non c'est bon. J'ai bien un bash avec le S, donc avec le setuid de poser dessus, donc j'ai plus qu'à faire un tmp bash-ip pour préserver les droits. Et bim, je suis root. UID, effective UID root.
donc id-c4/root/root.txt, la machine est compromise totalement en tant que root. Donc si on était côté Blue Team et qu'on voulait mieux sécuriser cette machine, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Un paquet de choses en vrai. Mais du coup les choses faciles, c'était dans un premier temps, donc la SSTI, pour les éviter, c'est un peu comme souvent, il faut bien filtrer les entrées utilisateurs et ne pas autoriser des modifications de champ à travers le template qui sont contrôlés par une personne qui utilise le site. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Une fois qu'on avait exploité cette SSTI, on avait donc le fait que le debug en production faut le virer, bon classique aussi. Quand on est sur un site de prod, on laisse pas le debug. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que bon, après c'est vrai que c'est un montage un peu bizarre, mais faire bien attention au droit d'accès au partage WSS3. Autoriser l'écriture que pour personnes qui vont bien. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Sur la partie privesque, peut-être. La partie privesque, donc la backdoor à éviter, hein, évidemment, même si c'est un truc custom, c'est sale de laisser un moyen d'accès détourné à une cible en production, ou pas en production d'ailleurs. Puisque comme on l'a vu, il suffit que l'attaquant tombe dessus et il va utiliser cette porte cachée pour entrer dans le système. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou autres. Et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking d'Elsbeth Salander.